Pendant toute ma carrière officielle, j'ai fonctionné comme prof d'économie à l'université. D'abord 23 ans à Lille, puis ensuite jusqu'à la retraite à Paris 11 ou Paris Sud. Le drame, c'est pas un drame, mais le problème ou le comique de l'affaire, c'est que, en fait, j'avais perdu la foi dans l'économie avant même de commencer mon enseignement. Donc, j'étais un économiste en 64, lorsque je suis parti en Afrique pour développer les petits nègres. Et puis, je suis allé ensuite au Laos. Et là, j'ai compris que l'économie allait détruire le bonheur des gens. Et donc, j'ai perdu la foi. Mais seulement comme j'avais déjà un doctorat, je suis rentré en France. Je voulais travailler dans l'université, donc j'ai trouvé un poste. Et donc j'ai toute ma carrière. C'est un peu comme, vous savez, l'abbé Mélier, hein, le curé Mélier, qui a fonctionné comme curé pendant toute sa vie et qui a laissé des mémoires après sa mort en disant « Mes chers paroissiens, j'ai jamais cru à Dieu ». Eh bien, moi je ne croyais plus, effectivement. J'ai découvert au Laos que l'économie était une religion. Et j'avais perdu la foi, mais heureusement l'université française, encore en ce temps-là, était bonne fille et on pouvait faire toute sa carrière en trouvant des cours, parce que j'ai fait de la philosophie sur l'économie, de l'histoire de la pensée économique, toutes sortes de choses. Donc j'ai pris mon pied pendant toute ma carrière. Simplement, j'ai pas pu avoir vraiment de disciples ou faire une école parce que mes étudiants n'auraient jamais pu être agrégé en économie, passer les concours, parce qu'effectivement, comme me disait un de mes collègues qui a tout de même voté pour moi pour que je devienne prof, on ne peut pas scier la branche sur laquelle on est installé. Bon. Alors donc vous redéfinissez l'économie, du coup. Je suis un économiste hétérodoxe et atypique, plus généralement d'ailleurs. Quand je vais à l'étranger, je ne suis jamais invité par des départements d'économie. Si je suis invité à l'université, c'est par des départements de sociologie, d'anthropologie, de sciences politiques et toutes sortes de choses. Et je ne suis jamais présenté comme économiste. Bon, alors, en fait, je vois que là, on a annoncé un peu de tout et n'importe quoi. Donc, c'est essentiellement autour de cet ouvrage, petit ouvrage, L'âge des limites, hein. Et j'avais intitulé ma relation « Conjurer l'illimitation et retrouver le sens de la mesure ». Alors, maintenant, on me connaît souvent comme étant un théoricien de la décroissance, hein, effectivement, et j'ai publié pas mal de livres sur ce sujet. J'ai vu quelqu'un tout à l'heure qui avait Le pari de la décroissance, le premier ouvrage sur le sujet. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que l'âge des limites a à voir avec la décroissance? C'est très étroitement lié parce que, précisément, qu'est-ce que c'est que la société de croissance dans laquelle on vit? C'est une société qui est phagocytée par une économie de croissance, c'est-à-dire que l'économie de croissance, une économie qui n'a pour objectif que la croissance, non pas la croissance pour satisfaire les besoins, ce qui serait une bonne chose, mais la croissance pour la croissance. Et avec en particulier la mondialisation, l'économie de croissance a phagocyté la société tout entière, et la société est devenue une société de croissance, et il n'y a plus pour objet que la croissance pour la croissance. Alors, cette société de croissance ou cette économie de croissance est basée sur une triple illimitation. Illimitation dans la production et par conséquent dans la consommation des ressources et la destruction des ressources renouvelables et non renouvelables. Illimitation dans la consommation et par conséquent, parce que si on produit toujours plus, bien évidemment, il faut consommer toujours plus. Comme notre estomac est limité, il faut créer artificiellement des besoins. C'est ce dont se charge
la publicité, facilitée par le crédit, donc crédit illimité, et rendue nécessaire par l'obsolescence programmée des produits. Et puis finalement, l'illimitation dans illimitation dans la consommation, ça veut dire aussi donc création illimitée de besoins et toujours plus artificiels, les besoins essentiels étant satisfaits ou étant déjà créés, il faut en créer de nouveaux. Et illimitation, évidemment, c'est le résultat final dans la production de déchets, dont on ne sait plus que faire, et donc de pollution de la terre, pollution des océans, de l'eau et pollution de l'air. Alors, mais derrière cette illimitation du système économique, il y a une illimitation plus grande, plus fondamentale, finalement, sous-jacente, qui est à la base de la société moderne. C'est ce qu'a bien vu le philosophe Jean-Pierre Dupuy, qui écrit ceci dans un de ses derniers livres, La marque du sacré. Dans son entreprise de démystification, le monde moderne n'a pas compris que ces systèmes économiques et politiques nouveaux impliquaient que des limites soient fixées à la condition humaine, tout en leur donnant sens. En remplaçant le sacré par la raison et la science, il a perdu tout sens des limites, et par là même, c'est le sens qu'il a sacrifié. Lorsque la finitude de la condition humaine est perçue comme aliénation et non comme source de sens, on perd quelque chose d'infiniment précieux en échange de la poursuite d'un rêve puéril. Effectivement, il a très bien compris que la modernité, qui prétendait nous émanciper justement de l'arbitraire, de la tradition, de la transcendance, de tout ça qui nous posait des limites parfaitement discutables, mais n'a pas su retrouver ce que les Grecs anciens avaient su faire, poser des limites, tout arbitraires qu'ils soient, mais nécessaires pour donner un sens à notre existence. Alors, les bons sentiments ne suffiront pas à faire de la mondialisation économique et financière du capitalisme une société juste, parce que donc, ce système est fondé sur la démesure. Et il est important donc de conjurer cette illimitation pour retrouver le sens de la mesure. C'est une nécessité à l'heure actuelle pour construire un avenir humain, pour que l'humanité tout simplement ne disparaisse pas. Alors conjurer l'illimitation, notre société est la première dans l'histoire à voir surgir devant elle le spectre de limites infranchissables. Hélène a rappelé la fameuse formule de Paul Valéry, le temps du monde fini commence. Nous avons eu un signal d'alarme en 1972 avec le premier rapport du Club de Rome, dont le titre français s'appelle Halte à la croissance, mais le titre original en anglais, Limits to Growth, c'est-à-dire les limites. Les limites mais avec un point d'interrogation. Les limites de la croissance. Et le texte, non, Halte à la croissance, c'était le point d'interrogation, mais Limits to Growth, il n'y avait pas de point d'interrogation. Bon. Les premières limites que nous rencontrons dans l'histoire, finalement, et c'est à ça que fait allusion Paul Valéry, ce sont les limites géographiques. Donc ces limites, elles sont géographiques, scientifiques, écologiques, économiques, politiques, et éthiques et culturelles, qui sont plus ou moins les différents chapitres de ce livre. Mais toutes ces limites sont interdépendantes et finalement sont liées avec ce paradigme de la modernité, ce paradigme de l'illimitation. Aucune limite dans aucun domaine. Alors,
Les premières limites sont les limites donc géographiques, et d'ailleurs le terme même limite donc, vient du latin limes. Hein. Le limes, c'est la frontière hein, dans l'Empire romain. Et donc, bien, nous vivons dans une planète géographiquement limitée qui représente 51 milliards d'hectares, pas plus, pas moins. Et nous en avons pris conscience finalement un peu après Paul Valéry, de façon plus spectaculaire en 1969, lorsque Neil Armstrong, avec la mission Apollo, nous a envoyé de la Lune les premières photos de la Terre comme une petite planète orange-bleue, une petite planète bleue. Et donc, ces limites géographiques, normalement, nous condamnent, mais elles ne sont pas absolues, puisque nous étions précisément déjà... Nous les avions déjà franchis en allant sur la Lune et en pensant que peut-être nous pourrions coloniser d'autres galaxies. Peut-être, ce n'est peut-être pas impossible, mais à quel prix ? Certainement, tout le monde ne pourra pas partir dans les autres galaxies, car pour envoyer des gens sur des autres galaxies, il faut des ressources absolument gigantesques, des ressources en minerais, en pétrole, en énergie, etc. Et précisément, il y a une course de vitesse, en quelque sorte, est engagée entre les moyens nécessaires pour fuir une planète invivable et la destruction de cette même planète qui en donnerait les moyens. Bon. Donc on s'est engagé dans une société de la démesure qui finalement condamne l'homme à ne plus pouvoir vivre sur la planète, et donc il a le choix entre s'expatrier dans d'autres galaxies ou se transformer. C'est le projet du transhumanisme, hein, se modifier, créer un Cyberman, une autre espèce, moitié machine, moitié homme, l'homme nouveau qu'on nous annonce, c'est plus ceux qui ont vu l'exposition, peut-être, c'est vrai qu'on n'est pas à Paris, mais enfin, je l'ai vu récemment aux Arts et Métiers, l'exposition de Enki Bilal, hein, on voit un peu une anticipation de ce que pourrait être le monde de l'homme-machine. Si vous y avez envie d'y aller, moi je suis bien content d'avoir atteint l'âge limite. Ce monde-là, je préfère ne pas le connaître, je vous le dis tout de suite. Et ce projet, évidemment, est un projet de savant fou, d'une certaine façon. Et donc cela pose les problèmes des limites de la connaissance. Nous vivons dans un système qu'on peut appeler, avec Lewis Mumford, une méga-machine. Alors, la méga-machine, ce que Lewis Mumford appelle la méga-machine, c'est effectivement la société organisée comme une machine, avec des machines, et qui transforme les hommes en engrenage de ce gigantesque système. Ce système que l'on appelle maintenant, avec le savant Paul Crutzen, l'Anthropocène. On a une nouvelle ère, l'Anthropocène, c'est l'ère dans laquelle l'action humaine, pour la première fois, a un impact sur la géologie. Nous transformons un impact sur la Terre, sur les écosystèmes, sur tout le fonctionnement terrestre. Et donc, y a-t-il des limites à la connaissance? Faut-il se donner des limites? Peut-on tout faire? La question à l'heure actuelle est posée, effectivement, au moment où on commence à nous introduire de plus en plus de puces dans le corps, et où se dire qu'on va pouvoir modifier, a-t-on le droit? C'était une question que posait le grand philosophe de l'écologie Hans Jonas. A-t-on le droit de détruire l'espèce humaine pour la perfectionner et pour faire une espèce... c'est... Soracité solvable avec la puce que tu as dans ton oreille. C'est terrible. Donc là, c'est le problème qui était posé déjà par Jacques Ellul, le grand philosophe de la technique, les lois du système technicien. Tout ce qu'il est possible de faire sera fait. Si on est engagé là, effectivement, on est mal barré. C'est plus un projet de société.
C'est plus un projet de société, effectivement. Les troisièmes limites que nous rencontrons, évidemment, c'est celles qui ont été à l'origine de ce premier rapport du Club de Rome, les limites écologiques. Elles sont étroitement liées, évidemment, aux suivantes, les limites économiques. La Terre, comme je l'ai dit, a 51 milliards d'hectares, mais tous ces hectares ne sont pas utiles pour la survie de l'humanité. En tout cas, elles ne fournissent pas les éléments de notre production. Les experts ont calculé qu'il y avait sur ces 12 milliards d'hectares bioproductifs, ce qui veut dire que nous avons à disposition environ 1,8 hectare. Si nous dépassons à travers, parce que tout ce que nous produisons, tout ce que nous consommons, tout ce que nous rejetons et qui doit être recyclé, se traduit par la consommation d'une certaine superficie de cet espace. Et d'ores et déjà, nous, les Français, notre empreinte, ce qu'on appelle l'empreinte écologique, c'est-à-dire la traduction en nombre d'hectares de cette production, consommation, rejet, notre empreinte écologique moyenne à nous, Français, dépasse les 4,5 hectares. Ça veut dire que si tout le monde vivait comme nous, il faudrait 3 planètes. Donc on a dépassé les limites de ce qui était écologiquement soutenable. Les écologistes ont même inventé, comme on en fait la fête des femmes, la fête du travail, etc. Bon, le jour de l'année où on a dépassé les limites de la planète, qu'on appelle l'Overshoot Day. Et cette année, l'Overshoot Day était en août. Ça veut dire que nous dépassons à l'heure actuelle tout pays confondu, alors qu'il y a des pays comme les pays d'Afrique, le Burkina Faso, où l'empreinte écologique est 1/10 de l'empreinte soutenable. Donc eux, ils ont une marge encore énorme. Seulement, il y a d'autres pays comme les États-Unis d'Amérique où l'empreinte écologique est de 10 hectares au moins, ou les Émirats arabes unis, parce que les Émirats arabes unis, ils font du ski dans le désert. Alors là, ça fait une consommation de matières premières et d'énergie absolument colossale. Et donc, si tout le monde vivait comme eux, il faudrait 7 ou 8 planètes. Alors, grâce à l'assistance technique massive des pays du Sud, les pays du Nord peuvent se permettre de consommer un peu plus qu'une planète. Mais au total, tout de même, en moyenne, nous dépassons à l'heure actuelle de 50% de la capacité de régénération de la biosphère. Alors, on comprend très bien que ça ne pourra pas durer longtemps. On voit bien qu'il se passe quelque chose avec les émissions de bioxyde de carbone et le dérèglement climatique, et qu'on a réussi déjà à perturber ça, mais il se passe aussi beaucoup de choses avec la disparition des espèces, avec la désertification, etc. J'ai parlé du premier rapport au Club de Rome. Il y a eu un deuxième, puis un troisième rapport, très intéressant, probablement plus intéressant que le premier, c'est pour ça qu'il est passé inaperçu. À l'occasion du 40e anniversaire. 30e. Du 30e. 30 Years Beyond. Et Denis Meadows, principal acteur de l'affaire, explique très bien, ils ont fait 9 scénarios, que tous les scénarios nous plantaient d'ici entre 2030 et 2050, 2070. 2070 dans les meilleures conditions, si nous sommes très vertueux dans les meilleures conditions, de 2070, soit pour des raisons de famine, soit pour des raisons de dérèglement climatique, soit pour des raisons de disparition, la 6e extinction des espèces engendrée par nous et dont nous serions victimes. Le seul scénario qui permettrait de prolonger l'existence de l'humanité, c'est précisément le scénario de la décroissance, c'est-à-dire celui d'une frugalité volontaire, et par conséquent sortir de la logique de la société de croissance. Alors ça nous amène effectivement, cette logique, elle est inscrite dans les gènes de notre économie, appelons-la par son nom, économie capitaliste, dont la loi avait été très bien décryptée par Marx. Accumuler, c'est la loi et les prophètes. Accumuler, ça veut dire croître. C'est la croissance illimitée. L'accumulation illimitée, c'est la croissance illimitée. C'est le toujours plus. C'est la destruction. Alors, dont on voit à l'heure actuelle
qu'elle nous amène déjà à une crise dont on n'a que les prémices, hein, mais qui va croître et embellir. Alors cette démesure économique repose sur une construction, un ancrage anthropologique, hein, qui a été théorisé par les économistes sous le nom de l'homo economicus. L'homo economicus, une espèce de machine à calculer, qui calcule ses intérêts, hein, toujours plus, en essayant de maximiser, comme disait l'économie, maximiser ses plaisirs et minimiser ses peines. Et pour maximiser, il faut en avoir toujours plus. Et pour que ça fonctionne, effectivement, il faut transformer à l'heure actuelle l'homme non seulement en chercheur de profit, mais aussi en consommateur illimité. Donc créer une nouvelle espèce, l'homo consumans, hein, par l'addiction consumériste. Et ça marche très bien. Il suffit de voir qu'au moment des soldes, il y a des gens qui passent la nuit pour être là à l'ouverture du magasin pour acheter des gadgets, n'importe quoi, des choses parfaitement dont on pourrait parfaitement se passer. Et je ne parle pas des gens qui ont passé la nuit pour être sûrs d'avoir l'iPhone 5 au moment de sa sortie. Bon, alors que l'iPhone 5 n'est qu'une version un petit peu modifiée de l'iPhone 4. Bon. Alors, enfin, on a les limitations politiques et culturelles qui accompagnent cette logique. Au niveau politique, on voit bien la mondialisation et la perte des limites, hein, qui s'appelaient les frontières. On détruit toutes les frontières. Mais en même temps que se détruisent les barrières qui formaient les identités nationales, régionales, locales, etc., en même temps, cette perte des limites horizontales entraîne une perte des limites verticales, en quelque sorte. C'est-à-dire que le pouvoir s'accroît non seulement en extension, mais aussi en intensité. Ce qui a été bien vu par un philosophe contemporain, Alain Badiou, hein, qui parle du règne postmoderne de la barbarie du confort comme vide de l'idée, soutenu par une puissance de type illimité qui s'entretiendrait elle-même dans l'incommensurable de sa propre puissance. Alors, on a eu des signes avant-coureurs avec les totalitarismes du XXe siècle, mais nous vivons dans un système beaucoup plus raffiné de totalitarisme, beaucoup plus soft, dont les récentes découvertes des pratiques de la NSA américaine voient que même sûrement ce que je suis en train de dire en ce moment est enregistré quelque part dans des satellites, se trouve dans des archives. Enfin, nous sommes surveillés. Donc Big Brother, le meilleur des mondes d'Huxley, tout ça est largement dépassé. Je veux dire que Orwell n'avait pas réussi à anticiper à quel point, il ne se rendait pas compte à quel point personne ne pouvait anticiper. Nous avons déjà largement dépassé ce qu'anticipaient Aldous Huxley et George Orwell. Donc, l'ilimitation politique et l'ilimitation culturelle, c'est-à-dire la destruction de toutes les cultures au nom de l'homogénéité. Ça, c'est très important et très grave parce que c'est un peu un piège. On me dit souvent, mais la mondialisation a des bons côtés. Vous voyez, on peut manger chinois, on peut avoir à côté de chez soi, voir des danses indonésiennes, etc. Vous voyez cet enrichissement multiculturel, etc. Bon, en fait, c'est l'homogénéisation planétaire, c'est la McDonaldisation, la Coca-Colalisation du monde, etc. Et c'est très grave parce que c'est la perte effectivement des identités et des repères qu'on essaye artificiellement d'ailleurs de gagner, parce que c'est la marchandisation des signes de différence à travers les tatouages et toutes sortes de gadgets de ce genre. Et c'est la destruction de la culture parce que, et là c'est important parce qu'on pense que ça serait très bien une culture universelle. Une culture universelle, c'est une contradiction dans les termes, car la culture ne peut exister que si elle est plurielle. Et par conséquent, c'est très important
pour pouvoir pour maintenir un monde humain, et même un monde humain commun, de maintenir des différences. Parce que c'est l'application tout simplement du théorème de Gödel en logique. Il n'y a pas d'ensemble de tous les ensembles, il n'y a pas de culture de toutes les cultures. La prétention de la mondialisation d'être une culture de toutes les cultures, c'est une aberration, c'est une erreur logique. Et donc il est important non pas de maintenir des identités pour se replier à l'intérieur, mais de maintenir des identités pour pouvoir dialoguer et s'enrichir de nos différences. Et ça, c'est très important parce que c'est à travers ce piège, souvent, de l'uniformisation culturelle, de ce qu'on pourrait appeler la fureur universaliste, à travers l'imposition des droits de l'homme et de la soi-disant démocratie, qu'on est en train de détruire la réalité d'une société humaine plurielle. Bon, alors il est... Peut-être engager un débat. Tu ne veux pas me laisser finir ma deuxième partie. J'arrive à la deuxième partie. Bon. Important de retrouver le sens de la mesure. Retrouver le sens de la mesure. Alors, c'est ce qui a été détruit avec la modernité. J'ai dit, la modernité, au départ, c'est un projet fabuleux. C'était le projet d'émanciper, l'Aufklärung, les Lumières, les philosophes du XVIIIe siècle, Voltaire, Rousseau, émanciper l'homme de tout cet arbitraire pesant de la tradition, appuyé sur la transcendance, donc la transmission, les saintes écritures, etc. Donc tout ça, écrasons l'infâme, comme disait Voltaire. C'est vrai que tout ça était arbitraire. On changeait de loi comme de chevaux de poste, disait Voltaire, etc. Vérité en deçà des Pyrénées, erreur en delà, disait Pascal, et tout ça. Et donc, ils avaient raison de remettre en question tout cela. Le problème, c'est qu'ils pensaient, ils avaient le culte de la nature, ils pensaient qu'il fallait retrouver la nature et que la nature donnerait des règles. Malheureusement, la nature ne donne pas de règles. Or, certains l'avaient bien compris. Sade, le divin marquis, il dit la nature, pas du tout, ça va jusque, il n'y a pas de limite. Dans la satisfaction de machin, je peux détruire. Un autre l'avait compris aussi, mais dans un sens plus particulier, avec canalisé, c'est Bernard de Mandeville. Alors Bernard de Mandeville, qui mériterait d'être plus connu, il est connu, mais mériterait d'être beaucoup plus connu, parce qu'il représente vraiment, je crois, le tournant fondamental de la modernité. Bernard de Mandeville, c'est celui qui a dit la fable des abeilles, que les vices privés engendrent les vertus publiques. Donc le message de Bernard de Mandeville, c'est de dire tout ce qu'on appelait les vertus, etc., tout ça qui sont arbitraires, ce qui était transmis par la tradition, etc., ça n'engendre pas du tout la richesse, mais si vous... Alors donc toutes les sociétés auparavant, au fond, avec beaucoup d'arbitraire et d'injustice, cherchaient à canaliser, à discipliner ce que Spinoza appelle les passions tristes. La soif de pouvoir, la soif de richesse, l'ambition illimitée, etc. Ce que les Grecs appelaient l'hubris, justement. Canaliser, limiter la démesure, parce que la démesure est destructrice. C'est la guerre de tous contre tous, c'est destructrice de la société. C'est pour ça que les Grecs, ça faisait partie du rituel civique grec que le théâtre grec, qui est basé sur le héros qui est victime de l'hubris, de sa démesure, est puni par les dieux. Et les Grecs avaient compris que le problème, le drame du héros, c'est qu'il ne sait pas quelles sont les limites. Parce que les limites sont habituées. Donc on ne doit pas franchir des limites qu'on ne connaît pas. Et c'est là tout le drame de la condition humaine. C'est qu'il n'y a pas de limite naturelle, il n'y a pas de limite donnée. C'est l'homme qui doit se donner les limites. C'était ça le nomos pour les Grecs. Le nomos, c'est la cité qui se donne des lois, mais qui se donne aussi la possibilité de les changer, parce que ces lois
Bon, c'est pas des lois éternelles qui sont... Bon, elles sont pas... Il n'y a pas de loi parfaite. Bon. Et donc, la modernité pense qu'il faut envoyer, promener toutes ces lois arbitraires, tout ça, et par conséquent, libérer, et c'est là le message de Mandeville, il dit, c'est lorsque je dois rechercher mon plaisir maximum, ça c'était Sade, mais la richesse maximum, l'avidité, et c'est devenu le message fondamental sur lequel est basée notre économie, que l'on enseigne dans les écoles de commerce. Greed is good. L'avidité est une bonne chose. Si on n'est pas dévoré par l'avidité, on ne fera jamais un bon chef d'entreprise. Donc, alors qu'avant, on se disait, bon, il ne faut pas chercher, on essayait de limiter tout ça. Bon, Fourier a essayé de trouver quelques moyens de compenser les passions, de les équilibrer. Non, mais ça ne marche pas. Il n'y a rien à faire. Il faut se donner ses limites. Ce que la démocratie antique faisait, et ce dont nous en avons oublié la leçon. Et donc on est dans l'hubris, avec l'hypermodernité, on est dans l'hubris, dans le déchaînement des passions, et l'un des mots d'ordre d'ailleurs qui est le plus de succès, qui a même été popularisé et promu comme tel par le président Sarkozy, c'est la transgression. Dans un interview, Sarkozy dit « Je me suis construit dans la transgression ». Donc voilà, la transgression, la transgression, ça porte à la disparition, à la destruction de l'humanité, de la société, parce que la transgression dans tous les domaines. Et ça, c'est important parce que c'est cette transgression érigée en normes éthiques qui est à la base de toutes les illimitations que j'ai évoquées précédemment et qui sont toutes liées les unes aux autres dans ce paradigme de la modernité. Alors, bien, pour conclure, il faut limiter l'illimitation, ce qui a très bien vu mon ami complice Alain Caillé, le fondateur du MOS, et je ne résiste pas au plaisir de vous lire un passage d'un extrait d'un de ses livres pour un manifeste convivialiste. Le convivialisme, ce serait une société où on saurait s'auto-limiter de façon démocratique. Selon les Grecs, écrit Caillé, ceux que les dieux voulaient perdre, ils les faisaient entrer et s'abîmer dans la démesure, dans l'hubris, dans le désir insatiable d'être ou d'apparaître plus que ce que l'on peut et ce que l'on doit être, d'être le plus beau, le plus fort, le plus puissant, le plus riche, le plus renommé, etc. Cela devait être ostracisé, c'est-à-dire exclu de la cité, qui basculait dans l'illimitation, car rien n'est plus dangereux pour la cité que le déchaînement de l'hubris. C'est elle qui déclenche les haines inexpiables. Le désir insatiable de certains nourrit la haine de tous. D'une certaine manière, c'est là également le message central, commun et universel de toutes les religions. Les besoins, expliquait Durkheim, ne peuvent être satisfaits que s'ils sont limités, et limités par quelque puissance morale légitime. À défaut, les hommes basculent dans ce qu'il appelait l'anomie, la perte de toute règle, une variante de l'hubris. Les sociétés modernes sont entrées résolument au XXe siècle, d'abord avec les totalitarismes, puis avec le triomphe des technosciences et du capitalisme financier dans une logique de l'absolue illimitation. Devenues intégralement faustiennes, elles ne veulent plus connaître aucune limite, ni à l'enrichissement matériel, ni aux inventions techniques, ni à la transvaluation de toutes les normes morales héritées. N'est légitime en définitive et valorisé que le mouvement de transgression ininterrompu de toutes les limites imaginables, mouvement qui devient sa propre fin. Dès lors, tout le monde le sait ou le sent bien, la question centrale qui se pose désormais à l'humanité est de savoir si elle saura maîtriser sa maîtrise, limiter l'illimitation. Je crois que il résume très bien la problématique que j'ai essayé d'exposer et que j'ai développée dans ce petit opuscule.
il y a là, effectivement, limiter les limitations, un nouveau défi dans l'odyssée humaine, dont on ne peut pas dire s'il sera ou s'il ne sera pas relevé. Et pour conclure, je dirais que c'est précisément l'objectif du projet de la décroissance de construire une société que j'ai appelée d'abondance frugale. Alors, quand on entend ce mot, abondance frugale, on se dit, mais ils se foutent de nous, c'est un oxymore, comment peut-on, dans la frugalité, connaître l'abondance? Pas du tout. Et là, ça montre à quel point nous sommes devenus toxicodépendants du consumérisme, parce qu'on pense que nous vivons dans une société d'abondance, alors même qu'on voit des centaines de gens se suicider, une misère effroyable dans certains endroits, etc. Alors, on nous a bourré le crâne avec ce truc, cette société. C'est une société de superflu, de gâchis, oui, mais d'abondance, non. Parce que l'abondance, c'est quand on vit dans... Justement, on satisfait ses besoins, on est heureux et satisfait. On est dans une société de frustration et on doit être dans une société de frustration. Les publicitaires le savent très bien. Qui disent les peuples heureux ne consomment pas, et pour consommer, il faut toujours que le désir soit plus fort que les moyens de le satisfaire. Donc il faut toujours désirer une nouvelle voiture, etc. Et les seules sociétés d'abondance, comme l'avait vu l'anthropologue Marshall Salins, avec un très beau livre, Âge de pierre, âge d'abondance, dit c'est les sociétés du paléolithique, tout simplement parce que les gens n'avaient pas beaucoup de besoins et qu'ils les satisfaisaient de façon surabondante, avec une activité qui n'était pas du travail, c'était de la chasse, de la cueillette, de la pêche, une activité assez divertissante, de 2 à 3 heures par jour, ce qui leur donnait évidemment beaucoup de temps pour la danse, pour la fête, et même de temps en temps pour faire le coup de poing. Bon, eh bien, nous devons retrouver, non pas l'âge néolithique, mais retrouver par l'autolimitation, c'est-à-dire la frugalité, savoir mettre des bornes à ses besoins et à ses désirs, devons retrouver cette abondance. C'est ça le projet de la société d'abondance frugale. Mais évidemment, ça implique nécessairement une sortie de la société de consommation, c'est la société fondée sur toujours plus donc de cette société de marché, de cette société capitaliste d'accumulation illimitée. Merci. Merci à vous. Oui. Est-ce que ça suffit de limiter l'illimité? Parce que j'ai l'impression qu'on vient de poser une question qui est complètement vitale pour le genre humain et que l'enjeu, c'est l'existence même de l'espèce humaine sur la planète à venir. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt rompre carrément et parler franchement avec une société capitaliste? Et en fait, le constat que faisait Marx ou Ellul ou bien d'autres, enfin, il date de 1800 et quelques bretelles. Il date de cette société de capitaliste, tout simplement, de son triomphe avec le choix du feu. Alors, bon, le choix du feu, c'est un tournant dans l'histoire du capitalisme. Si, comme avec Brodel, on fait remonter le capitalisme au XIIe siècle, il y a eu quand même 5-6 siècles avant que l'on découvre l'utilisation du charbon dans la machine à vapeur et du pétrole dans le moteur à explosion. Mais on était déjà dans le paradigme de l'illimitation. Alors, bien sûr que, je l'ai dit d'ailleurs, je ne cherche pas à me cacher derrière mon petit doigt, j'ai dit qu'il fallait sortir du capitalisme. Cela étant, il faut savoir ce que ça signifie. Car en fait, il y avait déjà dans cette société... Donc pour moi, l'important, c'est de sortir de l'imaginaire du capitalisme et donc justement de ce paradigme de l'illimitation que l'on trouve chez Turgot avec son discours sur le progrès, chez Condorcet, que l'on trouverait déjà chez Roger Bacon au Moyen-Âge, avec l'idée que l'homme pourrait devenir éternel. De cette démesure, elle est déjà inscrite dès le début du développement économique de l'Occident. Alors elle trouve, avec le tournant du thermo-industriel des années 1850, enfin par là, avec la machine à vapeur, puis le moteur à explosion, elle trouve des moyens de se déployer et d'arriver à une échelle fantastique, aussi bien localement que finalement pour s'étendre
avec la mondialisation aujourd'hui au niveau mondial. Merci. Je pense qu'on a un petit quart d'heure si vous souhaitez poser des questions. Parce que vous savez bien que la soirée se continue au remue-ménage dans un tout petit moment. Donc, il n'y a pas de questions stupides, hein, du tout. Donc, le premier... Est-ce que parmi tous les économistes, vous ne vous sentez pas un petit peu isolé? Je suis totalement isolé. D'ailleurs, les économistes ne me considèrent plus comme un des leurs, et je ne me considère plus non plus comme un des leurs. Et pourtant, c'est une question de définition. Non, parce que je pense qu'il faut l'économie. Un de mes ouvrages, celui qui me tient le plus à cœur et qui a eu l'un de ceux qui a eu le moins de succès, s'appelle L'invention de l'économie. C'est vrai que ce n'est pas un ouvrage facile, il faut accrocher sa ceinture, mais pour ça me semble très important de montrer que l'économie, c'est pas naturel, c'est pas transhistorique, c'est pas universel. L'économie est apparue, en fait, très récemment dans l'histoire de l'humanité et uniquement en Occident. C'est à partir de l'Occident qu'ensuite elle s'est répandue. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, on ne réfléchit pas assez sur le sens du mot économie qui désigne deux choses, à la fois une pratique et une réflexion sur cette pratique. C'est-à-dire que l'économie, c'est à la fois le fait de produire, consommer, vendre, acheter, investir, et c'est aussi l'économie politique, la science économique, etc. Et en fait, les deux, il n'y aurait pas d'économie pratique s'il n'y avait pas de théorie économique. Qui avait théorisé, on n'aurait jamais créé finalement le marché mondial s'il n'y avait pas eu des théoriciens du marché mondial, et même y compris jusque très récemment, il n'y aurait pas eu de contre-révolution néolibérale qui est le résultat de la mondialisation, s'il n'y avait pas eu Hayek, Friedman, la Société du Mont Pèlerin qui a mis en place cette contre-révolution. Alors, oui, pour en revenir, c'était la question. Oui, la définition de l'économie. Donc, je crois que... donc, j'ai dit, il faut sortir de l'économie. C'est-à-dire, l'économie est apparue comme une sphère particulière des pratiques sociales. Les anciens cultivaient la terre. Mais pour eux, c'était un rituel, ça faisait partie de la religion, etc. On a autonomisé une sphère particulière en définissant ce qui était production. Alors, par exemple, c'est sûr que beaucoup de gens ont des chiens, ça ne fait pas partie de la production. Pourtant, les Chinois mangent des chiens. Donc, faire élever des chiens en Chine, c'est de la production. C'est très arbitraire, les frontières qui définissent ce qu'est la production, ce qu'est la consommation. Tout ça, ça a été construit historiquement. Ça se met en place essentiellement au XVIIe siècle, XVIIe, XVIIIe siècle. D'ailleurs, quand on lit les textes avant le XVIIIe siècle, il n'y a pas d'économie, on n'entend pas parler. Vous pouvez lire les mémoires de Saint-Simon sur le temps de Louis XIV, pourtant une civilisation brillante, etc. Vous ne verrez pas un mot sur l'économie, pratiquement pas. Il y en avait déjà un peu, mais c'était pratiquement inexistant, l'imaginaire. Alors qu'à l'heure actuelle, vous ne pouvez pas lire un journal, vous ne pouvez pas lire n'importe quoi sans qu'il soit question, dans toutes les phrases ou presque, d'économie. L'économie a colonisé notre imaginaire. Et donc, sortir de l'économie, c'est d'abord décoloniser notre imaginaire. Et comme on est entré dans l'économie, on en sortira. Elle s'est, pour reprendre l'expression du grand anthropologue Karl Polanyi, l'économie s'est désenchâssée du social. Il faut la réenchâsser dans le social. Bonsoir. Joël Marty, Loire en transition. Vous avez fait de nombreuses allusions au rapport Meadows. Et en effet, c'est un rapport que je connais un peu. Quand on sait qu'à l'actualisation du trentenaire, ils ont constaté qu'il n'y avait que 90% de corrélation avec les prévisions de 1972, comment expliquez-vous que ce rapport ne soit pas plus sur la place publique, que les gens n'en aient pas plus connaissance, parce que tout est dedans et nous montre bien, malheureusement, la direction patrimoine dans laquelle on va. Mais, mon cher monsieur, comment expliquez-vous que Bruxelles parle encore de concurrence libre et non faussée, alors qu'en 1860,
un ami de Marx, Auguste Bebel, disait la libre concurrence, c'est le renard libre dans le libre poulailler. Donc on avait déjà parfaitement, dès 1860, etc., parfaitement compris que la libre concurrence, c'était un truc de gogo. Et on a pu démontrer tous les faux dogmes, on démontrait presque au para plus B, tous les faux dogmes sur lesquels repose la construction économique mondiale. Ça n'empêche pas que tous les ans, à Davos, ils viennent religieusement remettre en selle, etc. Bon, cette année, par extraordinaire, c'est vraiment extraordinaire, cette année, ils ont consacré quand même une journée au dérèglement climatique, en disant quand même il se passait quelque chose sur la planète. Donc, vous voyez, les logiques, on peut faire tous les beaux discours, toutes les démonstrations, et comme disait, parce que Meadows est venu faire une tournée de conférences récemment en France, il disait, bon, si on m'avait écouté, ou si on nous avait écouté, puisqu'il y a toute l'équipe du rapport en 1972, eh bien, la fameuse transition dont on parle, etc., aurait été extrêmement, beaucoup plus facile, infiniment plus facile. Aujourd'hui, et il est un peu désespéré, aujourd'hui, ça sera très difficile, beaucoup plus difficile. Ben oui. Alors, il a semblé en 72, le rapport avait eu une résonance assez extraordinaire. Il y a même eu quelqu'un qui est devenu président de la Commission européenne, le Hollandais, qui avait dit il faut organiser. Il ne parlait pas de décroissance, mais de croissance négative. Et à l'époque, ça a été débattu, et il s'est même trouvé le ministre français de l'économie, un certain Valéry Giscard d'Estaing, disait, bon, il a eu cette formule qui a eu du succès par la suite, il disait, quant à moi, je ne serai pas un objecteur de croissance, en répondant donc à, comment s'appelle-t-il donc il est bon. C'est pour ça que tu te présentes comme objecteur de croissance. Oui, absolument, c'est Giscard d'Estaing qui a labellisé. Et le commissaire européen français à l'époque était un certain Raymond Barre. Évidemment, il s'est opposé à son chef, là, enfin, principal. Mais comme la Commission européenne doit faire preuve d'unanimité, etc., donc ils ont décidé, ils avaient fait le truc, mais c'était quand même, vous voyez, donc depuis ce temps-là, le recul qui s'est produit, à l'époque, on discutait de ça à Bruxelles, et même aux États-Unis aussi, on en discutait. Et puis, il y a eu la première crise pétrolière, etc., et alors tout ça s'est passé à la trappe. Et Raymond Barre donc s'opposait aux conclusions de son directeur ou de son président. Et alors ils se sont mis d'accord finalement sur une motion radicale socialiste pour une autre croissance. C'était en 72, une autre croissance en 72. Alors vous voyez, quand on parle, quand je vois des amis bien sympathiques qui me parlent, oui, il faudrait une autre croissance, je rigole doucement. Il faut sortir de la... Enfin, on y est. Ça fait 42 ans. On est sorti de la croissance, mais on ne le sait pas. On ne sait pas assez. La croissance est morte et ne reviendra plus jamais. Elle est morte justement dans les années 70. Mais c'est comme les étoiles. Vous savez, il y a des étoiles mortes. Mais on ne le sait pas parce qu'elles nous envoient toujours leur lumière. Elles sont à des millions d'années-lumière de nous. Il faudra encore quelques années avant qu'on ne le voit plus. Ben, la croissance, elle a disparu. On ne s'en est pas aperçu parce que la lumière de la croissance continuait à nous venir. Et d'ailleurs... les gouvernements actuels font tout ce qu'ils peuvent, croissance, 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 mais il n'y en a pas. Hein, c'est clair, il n'y en a pas, il n'y en aura plus, et il ne peut plus y en avoir, et d'ailleurs, c'est même pas souhaitable qu'il y en ait. Tant mieux, oui. Une autre question, monsieur. Il y a un jeune homme dans le coin aussi. Oui, dans la pièce ici, il y a surtout des gens qui sont d'accord avec vous. C'est toujours comme ça. Le MEDEF ne vient pas à mes conférences. En anglais, on appelle ça prêcher à la chorale. Mais au niveau de la planète, à l'échelle de la planète, il y a au moins, pour chaque personne qui est dans cette pièce, il y a au moins 10 personnes, probablement beaucoup plus que 10, mais disons 10, qui désirent vraiment passionnément le iPhone 5, la bagnole, tout ça, qui travaillent avec toute leur énergie, tout leur être, et qui vont donc dans la direction totalement opposée. Et on sait que si ils ont besoin d'y arriver, d'avoir l'iPhone, la bagnole,
avant de se réveiller, avant d'avoir l'expérience de l'éveil que les gens ont vécu dans cette pièce, ça va être vraiment horrible. Ça va être la fin probablement pour nous. Et donc, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Moi, j'ai un tempérament optimiste. Bon, c'est vrai que j'ai tendance... L'une de mes bases philosophiques, c'est je considère le plus grand philosophe de notre époque, c'est Woody Allen. Et Woody Allen a très bien vu le problème, cerné le problème de l'optimisme et du pessimisme. Il dit, vous savez, la différence entre l'optimiste et le pessimiste. Le pessimiste connaît mieux le dossier. Et donc, plus je connais la question et que je travaille, évidemment, mon optimisme en prend un coup, parce que j'ai vu le premier rapport du GIEC, le deuxième rapport du GIEC, le troisième rapport du GIEC, le quatrième rapport du GIEC, le cinquième maintenant, aujourd'hui, et chaque rapport est plus alarmant que le précédent. Et là, vraiment, le cinquième est très, très, très alarmant. Et c'était la même chose pour le rapport de Rome, premier, deuxième, troisième, mais bon. Et donc, mon optimisme en prend un coup, je mets en pratique la fameuse formule de Gramsci, je tempère le pessimisme de ma raison par l'optimisme de ma volonté. Et donc, ce qui me donne de l'optimisme, quand même, c'est que, heureusement, l'histoire n'est pas linéaire. C'est-à-dire que la prise de conscience et les réactions que vous voyez très faibles, on touche peu de personnes, etc. Bon, c'est pas, ça va. Si on attendait, effectivement, progressivement, en disant ça augmente de 2% par an, il faudra encore attendre 50 ans, mais dans 50 ans, il n'y aura plus de planète, etc. Heureusement, il y a des accélérations. Tout d'un coup, il y a des virages. Parce que, malgré tout, si nous sommes formatés par la publicité, les médias, etc., et que tout le monde en est dans une méga machine, on est tous des engrenages, plus ou moins. Mais en même temps, c'est ça la grandeur de l'homme, c'est qu'il a deux hémisphères dans son cerveau, et il y a des dissonances cognitives, comme je disais. Et donc, ça ne marche pas toujours. Moi, je suis parti en Afrique avec un hémisphère droit qui était... développementiste, productiviste à fond, à l'époque c'était dans l'ère du temps, mais l'autre quand même, j'étais anthropologue, un peu je m'intéressais aux cultures africaines, c'était totalement contradictoire entre les deux. Puis finalement, c'est l'autre hémisphère qui l'a emporté sur le premier quand j'ai eu l'expérience du Laos. Moi j'ai vécu mai 68, j'ai vu beaucoup de gens qui vivaient comme des cons, métro, boulot, dodo, comme disaient les situationnistes, etc. Et du jour au lendemain, j'aurais jamais pensé que toute la société française basculerait comme ça du jour au lendemain, des espèces de folie collective, au point que, rappelez-vous, il y avait même des drapeaux noirs sur la Sorbonne et sur l'Odéon. J'aimerais bien revoir ça. Je crois qu'on le reverra sous une autre forme, etc. Donc la société peut basculer du jour au lendemain. Alors, ça ne suffit pas de basculer comme ça. Il faut ensuite qu'il y ait de la continuité. Après mai 68, il n'y a pas eu de suite. Mais il pourrait y en avoir dans d'autres circonstances. Je dis toujours que nous obéissons à deux forces. Une force d'attraction et une force d'impulsion. La force d'attraction, c'est l'aspiration à un monde meilleur, à un monde vivable, à un changement. Même les chefs d'entreprise que je rencontre disent « Mais nous avons des enfants, nous voulons que nos enfants vivent dans une planète saine, mangent des choses saines, ne deviennent pas obèses, etc. » Ils sont quand même des hommes. Donc il y a un de leur hémisphère du cerveau qui n'est pas totalement colonisé par la logique, la greed, l'avidité, la logique du fric. Et l'autre force, c'est le coup de pied dans le cul. C'est Tchernobyl, c'est Fukushima, etc. C'est la marée noire, c'est les inondations du sud-ouest, etc. Donc, alors, mon optimisme, je le tire finalement du pessimisme. C'est-à-dire, je suis convaincu que nous allons connaître des catastrophes de plus en plus fortes. Les catastrophes, on est dans une ère, ça s'accroît. Alors, il y a des chances pour que nous ayons une méga crise économique qui bloque tout.
Alors là, il n'y aura plus de transhumanisme, etc. Ça se bloquera tout. Si l'on Il n'y aura même plus de commerce mondial. Hein. Et donc, par conséquent, il faudra bien, ou bien, alors il y aura certainement des tentatives de leaders fachos qui vont vraiment imposer. Je ne sais pas si vous avez vu le film Soleil Vert, c'est un vieux film qui anticipait ce que pourrait être un technofascisme, un écofascisme, etc. Mais dans le même temps, vous avez des expériences en Bolivie, en Équateur, dans le Chiapas, de gens d'autogestion, d'auto-organisation, de sociétés qui tentent de se libérer. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai intitulé le premier livre sur la décroissance, Le pari de la décroissance. C'est un pari, au sens pascalien du terme. Ça vaut la peine d'essayer de le tenter, mais on n'est pas sûr de réussir. Voilà. Pensez-vous qu'aujourd'hui, les partisans de la décroissance, comme vous, doivent s'engager politiquement? Pensez-vous qu'aujourd'hui, les partisans de la décroissance doivent s'engager politiquement? Je pense que être partisan de la décroissance, c'est un engagement politique, un engagement politique fort. Ça ne veut pas dire qu'il faut être encarté. Hein. Comme disait un de mes maîtres, Cornelius Castoriadis, dont je vais sortir bientôt d'ailleurs un petit opuscule dans la collection des précurseurs de la décroissance, donc il va y avoir dans un mois ou deux un Cornelius Castoriadis. Là, il y a un Jacques Ellul. Oui, il y en a d'autres, bien d'autres, j'ai pris que Jacques Ellul, mais il y en a 6 déjà de sortie. Et il disait, Cornelius Castoriadis, ce qu'on demande aux écologistes, c'est pas de fonder un parti, c'est de bien comprendre que l'écologie remettait en question radicalement la société et l'économie dans laquelle nous vivons. Hein, que c'est un projet radical, c'est un projet révolutionnaire, et que... alors, entre la vision... Alors, ce qui est quand même un peu lamentable, c'est qu'à l'heure actuelle, au sein des mouvements écologistes, la décroissance est marginalisée. On n'ose même plus, aucun élu écolo n'ose s'afficher véritablement partisan de la décroissance, ou objecteur de croissance. Mais pas en cause le capitalisme, c'est tout. Et mais entre le problème de la politique, il y a l'horizon de sens du changement de société, et il y a l'action quotidienne qui ne peut évidemment être faite que par des compromis. Alors les compromis, comme je dis toujours, moi je suis prêt à manifester contre l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, y compris avec des gens d'extrême droite ou n'importe quoi. C'est pas un problème. Hein. Il y a une bataille à mener là, il y a beaucoup de batailles à mener. Bataille contre l'aéroport, bataille contre le nucléaire, bataille contre... On n'a pas forcément les mêmes alliés pour chaque bataille, mais on a un cap, on a une direction, un horizon de sens. C'est pour ça que ceux qui ont lu mes livres, qui parlent le cercle vertueux des 8 R, je dis c'est pas un programme politique, hein, c'est la conception d'un horizon de sens, et à l'intérieur duquel on peut inscrire un programme politique. Par exemple, à l'heure actuelle, on peut inscrire une lutte contre le chômage. Alors, ça peut paraître une lutte contre le chômage pour la décroissance. On dit, qu'est-ce que c'est? Eh bien oui, les décroissants. Les députés verts grecs m'ont invité à Bruxelles pour dire, mais dans la situation de la Grèce, qu'est-ce que vous proposeriez? Je dis, c'est assez simple. Hein, assez simple en théorie. Je ne dis pas qu'en pratique, c'est facile. Mais il faut démondialiser, relocaliser l'économie, faire un grand programme de reconversion écologique, hein, et réduire drastiquement les horaires de travail pour travailler moins, pour travailler tous. Bon. Alors, on dira, oui, mais la compétitivité. Hein. Alors, évidemment, bien sûr, si on ne remet pas en cause la compétitivité, hein, et tout ce qu'il y a derrière, on va droit dans le mur. Donc, il faudrait redéfinir la politique. C'est plus du marketing comme ça l'est devenu. Il faut réinventer le politique. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas néanmoins voter. Hein. Il faut pas voter pour le moindre mal. Il ne faut pas laisser ça aux politicards. Quoi. Mais sans illusion. Sans illusion. On me demande quelquefois, on m'a demandé, journaliste italien, me dit,
qu'est-ce que vous êtes finalement l'action du gouvernement Hollande, etc. Vous êtes déçu, etc. Je ne suis pas déçu, j'en attendais rien. Enfin, j'attendais ça, donc je ne suis pas du tout déçu. Il a réalisé exactement ce que je pensais qu'il ferait, pas ce que je souhaitais naturellement. J'ai une question, vous la posez pour l'économie, je vous la pose pour la sociologie, c'est-à-dire pour les... Enfin, pour faire bref, parce que d'autres personnes veulent parler, pour les classes sociales. C'est comme si vous vous adressez à tout le monde. Je serais d'accord que c'est bien que le chef d'entreprise soit pour la décroissance et aussi un pauvre ouvrier qui essaye d'acheter la voiture, etc. Mais comment vous voyez un petit peu... C'est comme si vous vous adressiez à tout le monde. Comment vous voyez un peu le rôle de chacun parce que comme si ce que vous dites ça sera une idée bien répandue, que ça va tout se passer. Il y a forcément des querelles. Moi, j'ai des amis qui sont pauvres, qui sont riches. Ben, celui qui est les riches peut être plus ou moins d'accord avec vous, mais il continue à être riche. Et cette histoire des inégalités, c'est une des raisons pour lesquelles on est arrivé là. Comment vous voyez un petit peu ça? La question que vous posez, là, elle est complexe. Bien évidemment, nous sommes veufs de la problématique du sujet historique. Il n'y a plus de sujet historique de l'histoire. Et par conséquent, depuis la disparition de l'adieu au prolétariat, qui a fait Gors, donc il n'y aura pas... On est tous concernés par ce qui est le principal contradiction, alors le principal truc, qui est la crise écologique. Donc on est tous concernés, mais on n'est pas tous concernés de la même façon et au même niveau, et on n'a pas tous, effectivement, les enjeux sont différents pour chacun. S'il n'y a pas cette transformation, c'est parce qu'il y en a qui ont beaucoup à perdre dans l'immédiat. C'est toujours pareil, ceux qui ont le moins à perdre sont ceux qui sont le plus prêts à éventuellement, encore que ce n'est pas toujours le cas, parce qu'il y a la colonisation de l'imaginaire qui intervient et qui sont le plus souvent manipulés. Mais enfin, en gros... c'est quand même comme ça. Et donc, bien évidemment, ça ne peut pas... Ce qui est important, quand la construction d'une nouvelle société, etc., sur une base démocratique, c'est évidemment, il n'y a pas de démocratie possible avec les inégalités excessives que nous connaissons actuellement. C'est pour ça, d'ailleurs, que l'un des points réformiste, un des points réformistes de compromis que nous tentons de faire avancer, qui a été repris par certains partis politiques, c'est non seulement un revenu minimum, ça c'est une nécessité, un revenu de citoyenneté pour tous, mais un revenu maximum. C'est-à-dire que les gens ne doivent pas... Il n'y a pas effectivement de possibilité... On ne peut pas considérer comme étant un concitoyen quelqu'un qui, comme Michael Eisner, le PDG de Disneyland, gagne 1 200 000 fois ce que gagne un de ses employés. Ça, c'est pas possible. Là, il faudrait lâcher un gros mot. Justice. Oui. Pas de pêche sans justice. Oui, mais bon, il faudrait définir... Sur cette planète. Il faudrait définir ce qu'est la justice. C'est dur, hein, oui. Non, mais disons qu'une mesure provisoire, déjà, une mesure qui, donc, je dis clairement réformiste, c'est déjà... l'idéal serait le même revenu pour tout le monde, l'égalité, c'est ce que préconisait aussi Castoriadis, mais pour la même mesure, déjà, de limiter, et on a vu que limiter les salaires des patrons, déjà, on n'y arrive pas. Donc déjà, faire avancer, dire que les écarts de salaire ne doivent pas dépasser 1 à 100, énorme 1 à 100. Mais on est aujourd'hui à 1 à 400 en moyenne, avec les gens du CAC 40 touchent en moyenne 400 fois le salaire moyen. Alors voilà, on peut... La décroissance et la politique, il y a au moins un mouvement émergent. Oui, vous reculez, on n'entend pas ce que vous dites, le micro de votre bouche, parce que c'est trop proche, on n'entend pas votre question. Ok, excusez-moi. Il y a au moins un mouvement émergent. Et quand je dis émergent, c'est quand même 110 000 signataires, dont 700 dans la Loire. C'est le collectif Roosevelt. Le collectif Roosevelt a mis la décroissance au cœur de son programme. Non,
Non, mais il y a il y a différents mouvements, heureusement d'ailleurs, mais on ne voit pas encore se dessiner un immense mouvement de masse en France, un peu plus en Italie, mais avec des ambiguïtés et tout ça. Mais ça, bon, c'est tout le passage de la conception à la traduction concrète. C'est ça l'histoire. Comme disait le grand Marx, les hommes veulent l'histoire qu'ils font, mais ils ne font pas l'histoire qu'ils veulent. Thank you.